Le livre qui parle vous propose d'écouter Miss Islande de Auður Ava Ólafsdóttir, lu par Margot Charon et enregistré au Belix Studio, avec l'aimable autorisation des éditions Zulma. À la mémoire de mes parents. Il y a dans le monde je ne sais combien de langages, et personne n'en est dépourvu. Première épître de Paul aux Corinthiens. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Les entrailles de la terre ne sont pas non plus le royaume de l'immobilité ou de l'inertie. Elles recèlent l'élément le plus terrifiant et puissant qui soit, le feu. Jonas Hallgrímsson, Revue littéraire Fjolnir, 1835. 1942. La chambre de celle qui m'enfanta. Je suis tombée par hasard sur un nid d'aigle quand j'étais enceinte de toi, à 5 mois de grossesse. Un creux de 2 mètres tapissé de roseaux des sables au bord de la falaise, près de la rivière. 2 aiglons dodus s'y blottissaient. J'étais seule. L'aigle tournoyait au-dessus de moi et de son nid. Il battait violemment des ailes, dont l'une était déplumée, mais ne m'attaqua pas. Je supposais que c'était la femelle. Elle me suivit tout du long jusqu'à la porte de la maison, une ombre noire au-dessus de ma tête comme un nuage qui passe devant le soleil. J'avais le sentiment que j'attendais un garçon. Je décidai de le baptiser Örn, aigle. Le jour de ta naissance, 3 semaines avant terme, l'aigle revint voler au-dessus de la ferme. Ce fut le vieux vétérinaire venu inséminer une vache qui t'accueillit. Avant de prendre sa retraite, sa dernière mission fut de mettre au monde un enfant. En sortant de l'étable, il retira ses cuissardes et se lava les mains avec un morceau neuf de savon luxe. Puis il te souleva bien haut et annonça « Lux mundi », lumière du monde. Le vétérinaire, qui d'habitude laissait les femelles nettoyer elles-mêmes leur progéniture, remplit la bassine à tripes pour te donner un bain. Il remonta les manches de sa chemise en flanelle et plongea les bras dans l'eau jusqu'au coude. Je les observais, lui et ton père, penchés sur toi et me tournant le dos. « C'est bien ma fille !» déclara ton père avant d'ajouter d'une voix suffisamment distincte pour que je l'entende. « Bienvenue, ma petite éclat. » Il avait choisi ton nom sans me consulter. Pas un nom de volcan, et encore moins de la bouche de l'enfer, protestai-je depuis mon lit. Et il faut bien qu'on y entre par quelque part, rétorqua le vétérinaire. Il me tournait le dos, penché sur la bassine, abusant de ma faiblesse. J'étais exsangue. Quand je l'ai épousé, j'ignorais que ton père était obsédé par les volcans, qu'il passait son temps plongé dans des récits d'éruptions, correspondait avec 3 géologues, faisait des rêves prémonitoires des déchaînements de la terre et n'attendait qu'une chose: voir un panache de fumée monter dans le ciel et sentir le sol trembler sous ses pieds. « Tu voudrais peut-être que la terre s'ouvre au bout de notre champ ?» demandai-je. « Comme une femme qui accouche ?» Je haïssais la lave. Un champ de lave vieux de 1000 ans cernait de toutes parts les terres de notre ferme.
Il fallait le franchir pour aller cueillir des baies sur la lande, et on ne pouvait pas donner un coup de bêche dans le carré de pommes de terre sans buter sur un rocher. Arnildur, la femelle de l'aigle, dis-je de sous la couette dont ton père venait de me couvrir. C'est un prénom de combattante. Gottskalk, il reste à peine 20 aigles en Islande, alors qu'il y a plus de 200 volcans, ajoutai-je dans une ultime tentative. Je vais te préparer un café, répondit-il à titre de compromis. Ou d'armistice. Sa décision était sans appel. Je me tournai finalement sur le côté et je fermai les yeux pour qu'on me laisse tranquille. 4 ans et demi après ta naissance, l'éclat entra en éruption au terme de 200 ans de sommeil. Ørn avait 2 ans. Ton père eut enfin l'occasion d'entendre dans la province des Dalirs les grondements titanesques dont il rêvait, comme un écho de la guerre mondiale qui venait de s'achever. Il appela immédiatement sa sœur dans les îles Westman pour lui demander ce qu'elle voyait depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle était en train de faire revenir des beignets. Elle lui répondit que le nuage stagnait au-dessus de l'archipel, que le soleil était rouge et qu'il pleuvait des cendres. La main sur le combiné, ton père me répétait ses propos mot pour mot. Elle dit que le soleil est rouge et qu'il pleut des cendres, qu'il fait presque aussi noir qu'en pleine nuit et qu'elle a dû allumer la lumière. Il lui demanda si le spectacle était aussi grandiose que terrifiant et si le sol de la maison tremblait. Elle dit que le spectacle est aussi grandiose que terrifiant, que toutes les gouttières sont pleines de cendres et que son mécanicien de mari est monté sur l'échelle pour les nettoyer. Il passait son temps l'oreille collée au poste de radio et me résumait les informations essentielles. La bouche d'éruption, le cratère si tu préfères, est en forme de cœur, un cœur de feu. Ou bien, tu te rends compte, Steintora, le volcan a craché une bombe de lave en forme de cigare de 11 mètres de long sur 5 de large. Bientôt, il ne se contenta plus de ce que sa sœur voyait par la fenêtre de sa cuisine, ni des photos figées en noir et blanc de la colonne de fumée à la une du journal. Il voulait voir l'éruption de ses yeux, il voulait voir les couleurs, voir ces blocs de lave incandescents, ces roches gigantesques éjectées dans les airs. Il voulait voir les yeux de feu rougeoyants qui crachaient des étoiles filantes, comme autant d'étincelles dans une forge. Il voulait voir ce mur de lave noire et ardente avancer en rampant comme une métropole illuminée. Il voulait savoir si les flammes du volcan coloraient le ciel en rose, sentir la chaleur sur ses paupières, ses yeux le picoter. Il voulait foncer dans sa jeep russe jusqu'à la vallée de Djorsardalur. Et il voulait emmener avec lui Jonas Hallgrímsson, notre grand poète, qui mieux que personne a décrit les éruptions dans ses vers, n'en a jamais vu aucune, dit-il. Tout comme le naturaliste Egert Olafsson. Mais Éclat ne peut pas manquer l'éruption du volcan dont elle porte le nom. Tu ne voudrais pas plutôt vendre la ferme? Prendre un nouveau départ et déménager à Djorsardalur? Demandai-je. J'aurais aussi bien pu lui dire « Tu ne veux pas quitter nos terres de la saga des gens du Val au saumon pour aller t'installer sur celle de la saga de Njal ?» Il te cala sur un coussin à l'avant de la jeep pour que tu puisses profiter du paysage. Moi, je devais rester ici avec Ørn sans discuter. À son retour, en voyant que les semelles de ses bottes avaient fondu, je compris qu'il s'était trop approché. « Laisse-moi te dire que ça bouillonne encore sacrément dans les bonnes vieilles artères de l'éclat !» annonça-t-il en te portant, endormi, dans ton lit. L'été suivant, les cendres recouvrirent la province des Dalirs et dévastèrent les champs. On retrouva des bêtes mortes dans des creux où stagnaient les gaz toxiques. Des renards, des oiseaux et des moutons. Ton père arrêta enfin de parler des éruptions et se remit au travail. Toi,
Tu étais transformée. Tu avais fait un voyage. Tu t'exprimais différemment. Tu parlais la langue des éruptions, tu employais des mots comme sublime, prodigieux et titanesque. Tu avais découvert le monde. Tu regardais le ciel. Tu as pris l'habitude de disparaître. Nous te retrouvions allongé dans les champs, à observer les nuages, ou en hiver, sur une congère, à contempler les étoiles. La terre de nos mères. Qui peut s'enorgueillir d'avoir plus belle patrie, ces montagnes, ces vallées, ces sables azurés, d'un diadème d'aurores boréales couronnées, aux collines tapissées de bouleaux et de sources? Hulda, 1944. 1963. Poète est un mot masculin. L'autocar de Reykjavik laisse dans son sillage un nuage de poussière. La route en terre, tout en creux et en bosse, serpente de virage en virage et on ne voit déjà presque plus rien par les vitres sales. Le cadre de la saga des gens du Val au saumon aura bientôt disparu derrière un écran de boue. La boîte de vitesse grince à chaque fois qu'on descend ou qu'on gravite une colline, et j'ai comme l'impression que l'autocar n'a pas de frein. L'énorme fissure qui traverse le pare-brise de part en part ne semble pas gêner le chauffeur. Il n'y a pas grand monde sur la route. Les rares fois où nous croisons un autre véhicule, notre conducteur klaxonne vigoureusement. Au passage d'une niveleuse, il doit se déporter sur l'accotement où il vacille un peu. Les ponts et chaussées ont décidé de remettre en état les routes en terre de la province des Dalirs, ce qui donne au conducteur l'occasion de discuter un bon moment, vitres baissées. « Je pourrais m'estimer heureux si je ne perds pas un essieu dans tous ces chaos », déclare le chauffeur de l'autocar. Nous avons à peine quitté le village de Boudardalour, mais en fait, je suis à Dublin, l'index posé sur la page 23 d'Ulysse de Joyce. On m'avait parlé d'un roman plus épais que la saga de Njál qu'on pouvait se procurer à la librairie anglaise de la rue Avnarstræti. Je me le suis fait livrer à la ferme. « Ce que vous dites, c'est du français, monsieur ?» demanda la vieille femme à Haynes. Il lui répondit longuement, avec assurance. « De l'irlandais, » observa Buck Mulligan. « Où il est passé, votre gaélique ?»« Je me disais bien que c'était de l'irlandais, » répondit-elle. « Je reconnaissais les sonorités. » Ma lecture avance lentement, entravée par les brinque-ballements de l'autocar autant que par la médiocrité de mon anglais. Le dictionnaire est ouvert sur le siège inoccupé à côté du mien, mais cette langue est plus ardue que je ne le soupçonnais. Je cherche un coin de la vitre qui ne soit pas couvert de boue pour regarder le paysage. N'est-ce pas dans cette ferme qu'a vécu une poétesse autrefois ? Avec cette rivière impétueuse, aux eaux gris anthracite chargées de sable et de boue qui murmuraient au creux de ses veines. Ces vaches en pâtissaient, disait-on, pendant qu'elles couchaient sur le papier des amours et des destins tragiques, s'échinant à convertir les couleurs des brebis en couchers de soleil sur le Breiðafjörður, elle oubliait de les traire. Or, il n'y a pas pire péché que de ne pas vider des mamelles gorgées de lait. Quand elle rendait visite aux habitants des fermes voisines, elle ne voyait pas le temps passer. Elle déclamait des poèmes ou se taisait des heures durant en trempant des morceaux de sucre dans son café. Il paraît qu'en écrivant, elle entendait un orchestre symphonique.
ou qu'il lui arrivait de réveiller ses enfants en pleine nuit pour les emmener dans ses bras, voir depuis la cour de la ferme le balai des aurores boréales onduler dans le ciel noir. Le reste du temps, elle s'enfermait dans la chambre conjugale, la tête sous la couette. Elle portait en elle tant de mélancolie que, par une claire soirée de printemps, elle a rejoint les profondeurs de la rivière argentée. La perspective de manger bientôt des œufs frais de macareux moine ne lui suffisait plus, car elle avait perdu le sommeil. On l'a retrouvée dans un filet à truites près du pont. La poétesse aux ailes rognées fut ramenée sur la rive, jupe ruisselante, bas troué, le ventre gonflé d'eau. Elle a détruit mon filet, a protesté le paysan à qui il appartenait. Ces mailles sont faites pour attraper des truites, pas pour pêcher des poétesses. Son destin est une mise en garde. Mais en même temps, je ne connais pas d'autres femmes écrivains. C'est que les poètes sont des hommes. J'ai compris alors que je ne devais parler de mes projets à personne. Radio Reykjavik. Sur le siège devant moi, une femme voyage avec une petite fille qui a une fois encore envie de vomir. L'autocar dérape sur les gravillons, puis s'immobilise. Le chauffeur presse un bouton, la porte s'ouvre sur l'air d'automne en chuintant comme un fer à vapeur. Fatiguée, la femme emmitouflée dans son manteau de laine aide la petite à descendre en lui tenant la main. C'est la 3e fois qu'on s'arrête pour faire sortir l'enfant. Le long des routes, les paysans ont creusé de grands fossés pour drainer les champs et assécher les terres où nichent les oiseaux des marais. On aperçoit çà et là des barbelés dont on se demande quelle propriété ils délimitent. Bientôt, je serai trop loin de chez moi pour connaître le nom des fermes que nous croisons. Sur le marchepied, la femme met un bonnet à la petite et le lui enfonce sur les oreilles. Elle lui tient le front pendant qu'elle vomit. Puis elle plonge la main dans la poche de son manteau et en sort un mouchoir avec lequel elle lui essuie la bouche avant de remonter dans l'atmosphère enfumée. Je sors mon carnet. Je retire le capuchon de mon stylo et j'écris 2 phrases. Puis j'ouvre à nouveau Ulysse. Le chauffeur vide sa pipe en la tapant contre le marchepied. Il allume la radio et les hommes se rassemblent à l'avant du véhicule. Épaules imposantes et chapeaux agglutinés, ils tendent l'oreille. C'est l'heure du bulletin météo et des annonces. Le chauffeur monte le volume pour couvrir le bruit strident du moteur. On entend « Radio Reykjavik, bonjour !» puis des grésillements. Il cherche la bonne fréquence. Le son est mauvais, mais j'entends qu'on recherche un marin sur un bateau, prêt à lever l'ancre. Suivent d'autres grésillements qui engloutissent la voix du speaker. Les hommes retournent à l'arrière et allument leurs cigarettes. Je tourne la page. Stéphane Dédalus boit du thé, tandis que le chauffeur double le tracteur Ferguson qui nous a dépassés pendant que l'enfant vomissait. Stéphane se servit une 3e tasse, une cuillerée de thé colorant faiblement le lait riche et crémeux. Combien de pages lui faudrait-il pour doubler le tracteur si Joyce était dans l'autocar pour Reykjavik? Les baleines-mères. Nous faisons une dernière halte au relais routier du Valfjordur. Un baleinier rentre au port avec 2 cachalots plus longs que lui, accrochés de part et d'autre du bastingage, leurs carcasses noires baignées d'écume. Le bateau tangue dans les vagues. Comparé au corps gigantesque des cétacés, on dirait un pauvre jouet dans une baignoire. Le chauffeur est le premier à descendre. Les passagers le suivent un à un. L'odeur qui se dégage des chaudrons de la station baleinière est insoutenable. Tout le monde se précipite dans le relais routier. On y propose de la soupe d'asperges, des côtelettes panées accompagnées de pommes vapeur et de confiture de rhubarbe. Mais comme je n'ai pas encore trouvé de travail, je dois ménager mon pécule, alors je me contente d'une tasse de café et d'une tranche de 4 quarts. En revenant vers le quart, je cueille 2 poignées de myrtilles.
Un homme d'âge mûr nous rejoint à la station baleinière. Il monte en dernier, observe les passagers, me repère et me demande si la place d'à côté est libre. Je retire le dictionnaire. Il soulève légèrement le rebord de son chapeau en s'asseyant. Dès que nous quittons le parking, il allume un cigare. « Il ne manque plus que le dessert, » dit-il. « Nom de Dieu, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une bonne boîte de chocolat Antonberg !» Il raconte qu'il est venu dans le Valfjordur rendre visite à quelqu'un qui possède toutes les bons dieux de baleines qui peuplent l'océan et qu'ils ont mangé des côtelettes de mouton. Ils ont dépecé 500 cachalots cet été. Ce n'est pas un hasard si, quand ça pue la merde, les Islandais disent que ça sent le pognon. Puis il se tourne vers moi. « Puis-je me permettre de vous demander votre nom, mademoiselle ?» Éclat. Rien que ça. Éclat s'élève, vertigineuse et limpide, vers la voûte céleste. Il regarde le livre que j'ai entre les mains. « Et vous lisez de la littérature étrangère ?» « Oui. » Les marins ont hissé le premier cachalot sur le plan de dépeçage. Une carcasse noire géante, grande comme la caisse d'épargne de chez moi. Au bout du quai, le baleinier ressemble à un bouchon ballotté par les flots. Des jeunes gens en blue jeans et cuissardes s'attaquent aussitôt à la bête en brandissant d'immenses couteaux. Les voilà qui l'ouvrent pour en extraire la couenne et le gras, les lames scintillent au soleil d'automne. Ils sont bientôt couverts de graisse. Les entrailles se répandent autour de l'animal, sous une nuée d'oiseaux qui tournoient, et les jeunes gens peinent à garder l'équilibre sur le sol glissant du plan de dépeçage, juste à côté des chaudrons. « Je vois que mademoiselle regarde les garçons, » déclare mon voisin. « Une jolie jeune fille comme vous n'a donc pas d'amoureux ?» ?»« Non. »« Eh bien, les garçons ne lui courent pas après ? Même pas un petit béguin ?» J'ouvre mon livre et je poursuis ma lecture, sans le dictionnaire. Quelques instants plus tard, mon voisin revient à la charge. « Saviez-vous qu'il est interdit de pêcher les femelles et que par conséquent, ces garçons ne dépècent que des mâles ?» Il tapote son cigare au-dessus du cendrier fixé au siège devant nous. « Sauf accident !» ajoute-t-il. Nous dépassons les baraquements et le dépôt de carburant de l'armée américaine. Les deux soldats en faction nous adressent un signe de la main. La route enjambe la montagne en serpentant. Nous allons une fois de plus franchir des éboulis. Enfin apparaissent les détroits de Sundin et la capitale sous le ciel rougeoyant du soir. Au sommet d'une colline rocheuse battue par les vents, on construit une église consacrée à un pauvre psalmiste. Le clocher et les échafaudages sont visibles jusqu'à Chios. Je referme mon livre. Lorsque nous atteignons la route qui remonte la vallée de Mosfellsdalur, nous croisons une voiture. Le chauffeur du car ralentit brusquement. « C'est notre prix Nobel ?» demande un passager. Les autres sursautent et collent leur visage aux vitres boueuses. « Si c'est une Buick 4 portes de 1954, alors c'est lui !» répond le chauffeur. « Excellente suspension et chauffage du tonnerre !»« Je croyais qu'il avait une Lincoln verte !» fait remarquer un passager. Plus personne n'est sûr de rien. Certains se demandent même si ce n'était pas une femme au volant, avec des enfants sur la banquette arrière. Voilà 8 heures que je mange de la poussière, assise dans cet autocar. Aux dernières nouvelles, Reykjavik, brouillard, légère précipitation. Sur le parking de la gare routière du BSI, rue Avnarstræti, le chauffeur descend les bagages du toit et j'attends mon tour. La nuit tombe, les magasins sont fermés, mais je sais que nous ne sommes pas loin de la librairie Snebjørn qui vend des livres anglais. Toute frissonnante après le voyage, je resserre mon foulard et je boutonne mon manteau. Mon voisin de car se poste à côté de moi. Il me dit qu'un heureux hasard
veut qu'il siège au bureau de l'Académie de la beauté de Reykjavik, avec quelques-uns de ses bons amis, au nombre desquels l'homme à qui appartiennent toutes les bons dieux de baleines de l'océan. Le but de cette association est d'embellir la ville et d'inculquer à ses habitants le bon goût et les bonnes manières. C'est pourquoi elle organise depuis quelques années un concours de beauté qui s'est d'abord tenu à Tivoli, le parc d'attractions en plein air de Vatnsmýri, mais qui se déroule désormais en intérieur. Nous ne pouvions plus nous permettre de laisser la pluie et les prévisions météo décider chaque année de la date du concours. En outre, les demoiselles s'enrhumaient au grand air. Enfin, bref, poursuit-il, nous recherchons pour participer à ce concours des jeunes filles qui ne seraient pas fiancées et dont la silhouette serait aussi gracieuse que le visage. Je sais reconnaître la beauté quand je la rencontre. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à briguer le titre de Miss Islande. Je le toise. Non. Merci. Il insiste. Chacun de vos traits est aussi limpide qu'un jour d'été islandais. Il plonge la main dans la poche de sa veste, en sort une carte de visite qu'il me tend. Un nom, un numéro de téléphone et sous le nom, homme d'affaires. Au cas où vous changeriez d'avis. Il réfléchit un instant. Vous êtes vraiment charmante dans ce pantalon à carreaux. Le moka. Je me mets en chemin avec ma valise vers un appartement en sous-sol de la rue Kjartansgata. L'horloge de la petite tour carrée de la place Lekiatorg indique qu'il est bientôt 7 heures. Placardée sur un des côtés de l'édifice, une femme radieuse en robe d'été bleu clair tient un paquet de lessive persil. Sur la place, 2 femmes en manteau de laine marron sont assises sur un banc, tandis qu'une mouette picore un morceau de pain. Je remonte la rue Bancastreti où roule une file ininterrompue de voitures, des grosses américaines de toutes les couleurs avec leurs sièges en cuir matelassé. Les gars font leur tour du centre-ville. Ils me klaxonnent en roulant au ralenti, le coude appuyé à la portière, cigarette au bec et cheveux gominés. Ils sont à peine sortis de l'enfance. Il y a encore plus de librairies que ce que j'avais imaginé. Je passe aussi devant un bureau de tabac, une boutique de vêtements pour hommes et femmes, et le magasin de chaussures Larousse G. Ludvigsson. Pour échapper aux voitures, j'oblique sur la rue Skólavörðustígur. C'est là que se trouve le Moka, le quartier général des poètes de Reykjavik, que les gens de chez moi décrivent comme des petits rigolos du Sud, surtout doués pour passer leur journée à traîner dans les cafés. Je m'arrête un instant à la devanture, ma valise à la main, et je plonge le regard dans l'atmosphère enfumée. Il fait très sombre à l'intérieur, et je ne distingue pas les visages des poètes. En bas du champ du Val au saumon. À côté de la sonnette, une étiquette indique Lidur et Isei, et juste dessous, sonnette en panne. Il y a un vieux landau garé devant la porte. La clôture est toute cassée et le jardinet devant la maison est en friche. J'ai à peine le temps de frapper à la porte que mon amie l'ouvre d'un coup sec, un grand sourire aux lèvres. Elle porte une jupe verte et un bandeau rouge. Elle s'est fait couper les cheveux courts. Isei me serre dans ses bras et m'entraîne à l'intérieur. J'attends ton arrivée avec impatience depuis le début de l'été, dit-elle. L'enfant, assise sur la couverture posée par terre, tape 2 cubes l'un contre l'autre. Sa mère la prend au vol et me l'amène. La petite n'a aucune envie de lâcher ses jouets. Isei lui ôte sa tétine, embrasse sa joue mouillée et fait les présentations. Un filet de bave pend de la tétine. « Je te présente Thorgerdur. Thorgerdur, voici Ekla, ma meilleure amie. » Elle me tend la petite qui est le portrait craché de son père. Le bébé gigote dans mes bras. Elle sort sa langue en postillonnant. Sa mère la reprend. Elle la repose par terre puis m'étreint à nouveau. Elle va me faire visiter l'appartement. « Je suis si heureuse de te voir, Ekla. Dis-moi ce que tu lis en ce moment. Moi, je n'ai pas le temps de lire, alors que j'en ai tellement envie.
Je peux m'estimer heureuse quand j'arrive à lire 2 poèmes avant de m'endormir. J'ai pris une carte à la bibliothèque de la rue Singolstretti, mais je n'ai personne pour garder ma fille le temps d'aller chercher des livres. La petite délaisse ses cubes. Elle quitte la couverture en rampant, essaie de se relever en s'agrippant au lampadaire qui chancelle. Sa mère l'attrape et lui met sa tétine dans la bouche. La gamine la recrache aussitôt. C'est tellement prenant d'être seule avec un enfant, éclat. Nous sommes ensemble toute la semaine, nuit et jour, pendant que Lidour travaille sur des chantiers routiers dans l'Est. Je n'imaginais pas à quel point c'était merveilleux d'être mère. Avoir un enfant est ce qui m'est arrivé de plus beau. Je suis tellement heureuse. Je ne manque absolument de rien. Tes lettres m'ont maintenue en vie. Je me sens tellement seule. Tu sais, j'ai parfois l'impression d'être une mauvaise mère. Des fois, j'ai la tête ailleurs alors que la petite fait tout pour attirer mon attention. J'ai si peur qu'il lui arrive quelque chose. Il faut constamment surveiller les enfants. Même quand on plie leur lange, elle pourrait avaler n'importe quoi. Le meilleur moment de la journée, c'est le matin quand elle dort dans son landau. Alors je me fais un café et je lis le journal. Chaque jour, je retourne ma tasse pour lire l'avenir. Jamais je n'y vois la mort. J'ai tellement hâte que Thorgerdur soit adolescente pour qu'on puisse parler de littérature ensemble, comme on faisait toutes les deux. Mais il va falloir que j'attende au moins 12 ans. Elle a attrapé un rhume, ça la rend grognon et elle dort avec moi. Mais quand Lidour revient le week-end, il exige qu'on la mette dans son lit. On passe des disques d'Ellie Williams sur l'électrophone et on danse. Il pense quitter les ponts et chaussées. On économise pour acheter un petit terrain dans le quartier de Sogamiri. Il voudrait avoir un garage pour monter un atelier de tapissier ou d'encadreur. Et il dit qu'on peut aussi gagner pas mal en empaillant des oiseaux. À moins qu'il trouve du travail à l'usine de ciment. Dans ce cas, on déménagera à Akrans. Une nouvelle famille s'est installée en face le mois dernier. Lidour les a aidés à transporter un buffet. Ils n'avaient pas beaucoup de meubles. C'est à peine si j'ai aperçu la femme. Elle doit avoir à peu près notre âge et ils ont 4 enfants. Le plus jeune à l'âge de ma Thorgerdur. Ils ont emménagé il y a 4 semaines et il n'y a toujours pas de rideau au salon. Je me suis levée cette nuit pour boire un verre de lait. Je suis restée un moment à la fenêtre de la cuisine à regarder la nuit. Elle était elle aussi à la fenêtre de sa cuisine, le regard plongé dans les ténèbres. Elle avait l'air vraiment abattue. Je voyais mon reflet dans la vitre, elle voyait le sien dans la sienne. 2 femmes qui n'arrivent pas à dormir au cœur de la nuit. Puis l'espace d'un instant, nos visages se sont superposés. J'ai eu l'impression qu'elle était dans ma cuisine et moi dans la sienne. Quelle idée saugrenue! Tu ne trouves pas? La seule personne avec qui je parle de toute la journée, c'est le poissonnier. En fait, ils sont 2. Ce sont des jumeaux. Ils travaillent à tour de rôle. Je m'en suis rendu compte hier en les voyant ensemble. J'ai eu du mal à les différencier. C'est là que j'ai compris pourquoi le poissonnier me taquine seulement certains jours en m'appelant sa petite chérie. En fait, ce n'est pas le même homme. Ils emballent le poisson dans du papier journal, dans le Morgun Bladid. J'ai dit à celui qui me servait « Trouvez-moi un poème ou une nouvelle plutôt qu'un faire-part de décès ou une nécrologie. » En rentrant, j'ai soigneusement déballé mes filets d'aigle fin dans l'évier. La feuille intérieure était toute mouillée et presque illisible, mais sur l'autre, il y avait 2 poèmes d'un de ces jeunes types qui passent leur journée au café Moka. Excuse-moi, je suis trop bavarde. Tu vas aller au Moka et au 11 Logavégour pour voir les poètes? Un jour où je passais devant avec mon landau, je les ai vus verser dans leur café de la gnôle qu'ils cachent dans des sacs en papier. Les serveuses ferment les yeux. Que crois-tu qu'il arriverait si je plongeais dans ce nuage de fumée avec Thorgerdur dans les bras pour commander un café? Ou si j'allais avec mon landau dans une exposition d'art abstrait au musée national? Oh, rien ne t'empêche d'essayer. Elle secoue la tête. Toi, tu mets des pantalons et tu traces ta route, éclat. Fatiguée, la fillette pose sa tête sur l'épaule de sa mère qui fait des allées et venues dans le salon. Isaïe me propose de faire le tour de l'appartement le temps qu'elle aille la coucher. Ça ne me prend pas longtemps. Le salon est petit et il y a très peu de meubles. Un sofa vert tout en fanfreluche, un buffet orné de napperons en dentelle et de 3 cadres dorés. La photo de mariage d'Isaïe, cheveux relevés en un chignon crêpé, une photo de bébé et une de nous 2. Je me penche pour l'examiner. Nous sommes souriantes devant le mur en pierre d'un enclos à moutons. Je porte une salopette, un chandail en laine et les cuissardes de mon frère Hearn, 3 tailles trop grandes pour moi.
J'ai passé la journée à courir après 2 jeunes brebis dans un ravin. Isaïe, elle, est restée avec l'association des femmes à beurrer des crêpes au seigle, frire des beignets et préparer du chocolat chaud dans la marmite de 30 litres sous la tente qui leur sert de cuisine. Elle a des boucles brunes, porte une jupe et un gilet boutonné. Elle pose la tête sur mon épaule. Mais qui a pris cette photo? Est-ce que c'était Yeonjun? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.